Un soir d'automne 1986, une petite commune de Lorraine est secouée par un drame effroyable. Près de la voie ferrée, 2 petits garçons sont retrouvés morts, leurs crânes fracassés à coups de pierre. Qui a pu commettre un acte aussi sauvage ? La police désigne un coupable, Patrick Dils, 16 ans à peine. Il sera arrêté, jugé et passera 15 ans derrière les barreaux. Mais s'il était innocent, comment cette affaire est-elle devenue l'une des plus grandes erreurs judiciaires de France ? Que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Bienvenue dans Erreur à la barre, une série de Énergie qui revient sur les plus grandes erreurs judiciaires. Je suis Fanny Sauveplan. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre de Karen Aboab, journaliste et autrice. Elle a mené une contre-enquête déterminante au moment des faits et a coécrit avec Patrick Dils un livre consacré à l'affaire. Je voulais juste rentrer chez moi. « 28 septembre 1986. À Montigny-lès-Metz, une petite ville sans histoire de 25 000 âmes, dans la banlieue de Metz, les habitants profitent des derniers instants de l'été. C'est un dimanche ensoleillé, les adultes sont dans leur jardin, les enfants jouent dans les rues, tout est calme et paisible. Cyril et Alexandre, 2 jeunes garçons du village, tous 2 âgés de 8 ans, sont partis se balader, jouer, profiter de leur liberté. À 18h30, les parents commencent à s'inquiéter. Les 2 petits ne sont toujours pas rentrés et il se fait tard. Où peuvent-ils bien être ? Très vite, les voisins se joignent aux recherches, les policiers aussi. Mais l'inquiétude grandit. Alors que l'obscurité enveloppe la ville, 2 petits vélos sont retrouvés en bas du talus des voies SNCF. Ce talus, où des wagons désaffectés stationnent, est bien connu des enfants du village. C'est leur terrain de bêtises et d'aventure. Entre les wagons, une découverte macabre attend les policiers et les familles. Les corps de Cyril et Alexandre gisent côte à côte. Leurs crânes ont été fracassés à coups de grosses pierres. La scène est d'une violence épouvantable. Il y a une émotion extrême. Il y a le jour de l'enterrement des 2 enfants, l'église, il y a tout le village. Donc il y a de l'émotion, de la révolte, de l'incompréhension. Karen Aboab, journaliste et autrice de « Je voulais juste rentrer chez moi ». On est 2 ans après l'affaire Grégory qui n'a pas été résolue, qui a choqué évidemment la France. Et là, un double crime abominable, d'une violence, une atrocité inouïe. Donc on veut la tête du coupable. L'affaire est confiée à la police judiciaire de Metz. L'inspecteur Bernard Varlet prend la direction des opérations. Il a une solide réputation dans la région. C'est un enquêteur expérimenté, un homme tenace et déterminé, en qui on a confiance. Dès les premiers instants de l'investigation, une large enquête de voisinage est menée. Les policiers toquent à la porte de chaque foyer du quartier. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Les résultats du médecin légiste tombent. L'heure du crime est estimée en fin d'après-midi, entre 17h30 et 18h30, au moment où les parents ont commencé à sérieusement s'inquiéter. Mais qui a bien pu commettre un meurtre aussi horrible ? Aucune piste ne semble se dessiner. Mais un mystérieux coup de téléphone va changer le cours de l'enquête et désigner un suspect inattendu. Le mardi 30 septembre, il est 20h. L'inspecteur Varlet va recevoir un coup de fil d'une personne qu'il connaît et qui va lui dire moi, si j'étais toi, tu devrais t'intéresser au grand Dils. Le grand Dils, c'est Patrick, l'aîné des Dils, une famille sans histoire de Montigny. À 16 ans, Patrick est apprenti cuisinier. C'est un grand échalas, il est tout maigre, visage très saillant, il est roux, il sociabilise pas, on se moque de lui, il est incapable de se défendre, ni par les mots, encore moins par les gestes. Ses parents sont des gens modestes, des travailleurs. Le papa est ouvrier, la maman s'arrête de travailler quand elle a les enfants. En fait, c'est une famille qui est discrète, qui est pudique, ils n'ont pas de rêve. Patrick, il a été élevé avec les valeurs de respect des sachants, des adultes. La famille Dils, elle a très ancré en elle les valeurs de leurs conditions. Dès le lendemain, toute la famille Dils est placée en garde à vue. Où était-il le 28 septembre 1986 ? Ce week-end-là,
Patrick et ses parents étaient partis ramasser des pommes dans leur verger. Ils racontent être rentrés chez eux vers 18h45. Mais quelque chose attire l'attention des enquêteurs. Les parents expliquent que, pendant qu'ils vidaient la voiture, Patrick s'est éclipsé près du talus. En fait, tous les dimanches, quand ils rentrent de leur maison de campagne de la Meuse, il s'arrête pendant que les parents déchargent, il va aux poubelles, en fait c'est une benne à ordures d'une entreprise voisine dans la rue, et il fouille pour chercher des trésors pour sa collection de timbres. Mais Patrick Dils, lui, ne mentionne pas ce crochet au talus dans sa déposition. Une omission qui va éveiller les soupçons de l'inspecteur Varlet. C'est vrai, pourquoi avoir caché ce détail ? Et surtout, combien de temps a-t-il passé près du talus ? Quand on demande à ses parents, son père et sa mère n'ont pas la même perception du temps qui s'est écoulé. Le papa dit, je crois qu'il est revenu à la maison 10 minutes après, 15 minutes, je sais pas. Et la maman dit, non, il a été, puis il est revenu, je crois que j'étais encore en train de décharger la voiture. Donc il y a une incohérence des témoignages des parents sur 10 minutes ou 15 minutes. Et lui a caché qu'il a été aux poubelles. Une lumière s'allume dans la tête de l'inspecteur Varlet. Quelque chose ne colle pas. Qu'a vraiment fait Patrick pendant ces minutes où il était seul ? Un problème, Patrick Dils a un alibi solide. Rappelez-vous, les médecins légistes ont estimé l'heure du crime entre 17h30 et 18h30. Donc, lorsqu'il arrive à Montigny, à 18h45, les enfants sont censés être déjà morts. Malgré l'intuition de l'inspecteur, Patrick et sa famille sont renvoyés chez eux. Pour retrouver le meurtrier de Cyril et Alexandre, la police judiciaire de Metz met les bouchées doubles. Toutes les pistes sont explorées. Plus de 700 personnes sont interrogées en quelques semaines. 50 d'entre elles sont placées en garde à vue. 2 hommes avouent même le meurtre. Le premier, c'est un homme qui est du quartier, que tout le monde connaît, qui est très fragile psychologiquement. Il craque, il avoue. L'inspecteur Varlet se rend compte, quelques jours après, qu'il est faible physiquement, qu'il est incapable de monter sur le talus. Puis, il y a un deuxième homme adulte qui avoue. On n'a pas beaucoup plus de précision. L'inspecteur Varlet dit c'est un affabulateur. Pas le temps de se demander pourquoi 2 innocents plaident coupables. Toutes les pistes s'effondrent, les unes après les autres. Le temps passe et la pression monte. Dans l'esprit des enquêteurs, l'ombre de l'affaire du petit Grégory plane toujours. 2 ans plus tôt, à moins de 150 km de là, un autre infanticide leur avait échappé. Cette fois, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut absolument trouver un coupable. Cela fait maintenant 7 mois qu'Alexandre et Cyril, 8 ans, ont été retrouvés morts, le crâne fracassé à coups de pierre, sur le talus de Montigny-lès-Metz. L'enquête piétine, jusqu'à ce qu'un témoignage oublié refasse surface. Juste après le meurtre, un couple de voisins avait déclaré aux policiers avoir entendu des cris d'enfants en provenance du talus aux alentours de 19h. Dans la confusion des premiers instants de l'enquête, les policiers avaient négligé de prendre leur déposition et d'enregistrer leur identité. Mais en avril 1987, le couple refait surface. À partir du moment où l'inspecteur Varlet, donc 7 mois après le double meurtre, retrouve ce couple qui confirme leur témoignage, oui, on a entendu vers 19h les pleurs d'un enfant, ça tue l'alibi de Patrick, mais il y a un problème quand même par rapport au médecin légiste qui avait estimé l'heure de la mort entre 17h30 et 18h30. C'est pas grave, on décale un peu tout ça, et à partir de là, on va chercher Patrick à son travail, il est en alternance pour un CAP, et il passera 3 jours de garde à vue, et c'est le début de la machine judiciaire qui va s'emballer. Avec l'heure du crime déplacée à 19h, Patrick Dils, rentré à 18h45 à Montigny, redevient un suspect de premier plan. Il est à nouveau interrogé, seul. Il est mineur et n'a ni avocat ni parents sur place. Et c'est le début d'une longue descente aux enfers.
Le meurtrier présumé d'Alexandre et de Cyril, trouvé mort le 28 septembre dernier, le visage et le crâne fracassés par de grosses pierres, a été identifié par les policiers de Metz. Il s'agit d'un jeune garçon, 16 ans et demi, il en aura 17 en juin prochain. Il est apprenti cuisinier dans un grand restaurant de Metz. C'est à la suite d'une enquête extrêmement minutieuse que les SRPJ est parvenu à identifier le meurtrier. Il a été interpellé mardi matin et gardé à vue à l'hôtel de police où il aurait avoué être l'auteur de ce double meurtre. Les aveux de l'adolescent sont précis et détaillés. Le procès-verbal de Patrick Dils se termine par cette phrase glaçante : « Ça faisait le bruit d'un melon qu'on écrase ». Le lendemain, accompagné de l'inspecteur Varlet, Patrick Dils réitère ses aveux devant la juge d'instruction. Il va même jusqu'à mimer la manière dont il aurait frappé les enfants avec les pierres. Le soir même, l'apprenti cuisinier est inculpé et passe sa première nuit en prison. Les habitants de Montigny-lès-Metz sont sous le choc. Comment un adolescent si poli, si calme, a-t-il pu commettre un crime aussi sanglant ? Quel était son mobile ? Dès le lendemain de son incarcération, depuis la maison d'arrêt de Metz, Patrick Dils revient sur ses aveux. Il explique à son avocat « Il a menti. Il n'a pas tué Cyril et Alexandre. Il a simplement répondu « oui » à des suggestions formulées par les enquêteurs. Il voulait juste rentrer chez lui. » Mais Maître Becker, qui vient de le rencontrer, n'est pas convaincu. Parce qu'en fait, il lui dit calmement, un accusé à tort d'une atrocité pareille, c'est un avocat, il a l'habitude. Ça va hurler, va avoir de la rage, de la colère, l'injustice, c'est épouvantable. Patrick est très calme, toujours très timide. Il lui dit avec la façon dont il s'exprime, très introverti, il lui dit je suis innocent, je suis innocent. Donc non, il n'y croit pas. Il va passer une nuit à se torturer parce qu'il y a la reconstitution le lendemain. Cette affaire est trop grave. Il a besoin de se forger sa conviction. Il ne va pas lui conseiller de ne pas s'y rendre comme il aurait fait s'il avait été convaincu de l'innocence d'un client. Il lui dit « Vous ne faites, Patrick, ni plus ni moins que ce que vous avez fait. » 7 mai 1987. Montigny-lès-Metz. L'atmosphère est tendue près du talus SNCF. C'est le jour de la reconstitution. Patrick Dils porte un gilet pare-balles et un casque de moto pour échapper aux objectifs des photographes. Malgré les révélations confiées la veille à son avocat, Patrick Dils reconstitue la scène décrite pendant ses aveux. Il grimpe sur le talus, il mime comment il aurait suivi les enfants, comment il les aurait frappés, puis comment il aurait pris la fuite. Devant la juge, l'adolescent reconnaît les armes du crime, désignant avec une précision troublante quelle pierre a frappé quel enfant. Cette reconstitution est un nouvel aveu pour tous. Pourtant, l'adolescent se meut comme un pantin. Il semble faire docilement ce qui est attendu de lui, jouer un scénario qui ne lui appartient pas. Dans ce théâtre macabre, des doutes s'installent. Ses aveux sont clairs, mais où sont les preuves ? Pas une goutte de sang sur lui, pas la moindre empreinte sur la scène de crime, et sur ses chaussures, pas même une trace de boue. Et puis, la question du mobile est toujours en suspens. Lors de cette reconstitution, il y a des éléments qui collent pas. C'est qu'il n'est pas sur le bon lieu. Il est à 40 mètres des lieux du crime. Donc, on l'incite à... C'est pas vraiment ici. Il trouve pas. Il y avait une poutre entre le corps des deux enfants retrouvés morts. Il parle pas de la poutre. Il précise pas que le meurtrier s'était essuyé les mains sur, je crois, un arbre ou sur un wagon. Et que les enfants, un des deux, avait le pantalon baissé. Des excréments à côté, Donc il y a des choses qui ne marchent pas, mais on a quand même un gamin qui montre comment il a frappé. Et là, Maître Becker, lui, il se fait sa conviction et il pense bien que son client est innocent. Enfermé à la maison d'arrêt de Metz, Patrick Dils attend son procès pendant 2 ans, coupé de ses parents. Il ne peut pas les appeler et les parloirs leur sont refusés. La juge d'instruction soupçonne sa mère d'avoir voulu le couvrir. Dans une lettre, Patrick Dils se rétracte une nouvelle fois, incapable de s'exprimer. Il écrit seulement « J'en sais rien pourquoi j'ai dit ça ».
Les psychiatres font part de leur expertise concernant la personnalité, le psychisme de Patrick Dils. Il a une maturité d'un enfant de 8 ans. C'est un ado de 16 ans, attardé, pas débile, mais très en retard sur les jeunes de son âge. Il décrit une personnalité très introvertie, soumise, renfermée, obéissant aux adultes, incapable de se défendre, de se révolter, ni face aux ados de son âge qui se moquent de lui, et encore moins face aux adultes. 27 janvier 1989. Le procès le plus attendu de Lorraine s'ouvre à huis clos devant la Cour de justice des mineurs à Metz. Dès le début, la tension est palpable. Un cri déchire la salle. « Si on te libère, c'est moi qui te tuerai ». C'est le grand-père de l'une des victimes, brisé par 2 ans de souffrance. Pendant 3 jours d'un procès express, l'affaire est examinée. Dans le box, Patrick Dils reste stoïque. Il ne montre aucune émotion. Lui qui a souvent changé de version, ne proteste pas. Il ne se révolte pas. Maître Becker, son avocat, se bat seul pour sa défense. Maître Becker, lui, raconte à la place de Patrick la pression qu'a subi ce gamin terrifié en garde à vue. Mais Patrick, lorsqu'il se retrouve face à l'inspecteur Varlet et l'inspecteur Marcheguet, il perd pied. Il n'arrive pas à faire face. Et à la question du juge, pourquoi avez-vous avoué ? Aucune réponse. Patrick Dils est muré dans son silence, comme totalement étranger à son procès. Donc, ni les arguments de Maître Becker quant à l'absence de preuves matérielles, aux incohérences du dossier d'accusation, l'absence de mobile, la personnalité passive, enfantine décrite par les experts, ne font le poids pour semer le doute, ne font le poids face à l'attitude de Patrick Dils, qui est incapable d'expliquer pourquoi il a avoué 8 fois alors qu'il clame son innocence. 18 ans depuis quelques jours et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Patrick est depuis hier soir le plus jeune condamné à perpétuité en France. Il n'avait que 16 ans au moment des faits. L'excuse de sa minorité ne lui est pas accordée. C'est une peine extrêmement sévère. Si la peine de mort n'avait pas été abolie par Badinter quelques années plus tôt, on lui aurait coupé la tête, c'est une certitude. Dans les mois qui suivent, sa demande de révision remettant en cause ses aveux est refusée, comme la grâce présidentielle demandée au président Mitterrand. Au niveau juridique, il n'y a plus d'espoir. Le dossier est clos et l'affaire aurait dû s'arrêter là. Et pourtant, un nouvel élément va tout bouleverser. Alors que Patrick Dils est derrière les barreaux, un tueur en série est arrêté, bien loin de Montigny-lès-Metz. Et soudain, une nouvelle hypothèse surgit. Qui est cet homme ? Patrick Dils aurait-il été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis ? Si c'est le cas, pourquoi a-t-il avoué ? Rendez-vous dans la 2e partie de cet épisode, car ce que vous pensiez savoir n'est peut-être que la partie émergée d'une affaire bien plus complexe. Vous venez d'écouter la première partie de ce premier épisode de Erreur à la barre, un podcast original Énergie sur les plus grandes erreurs judiciaires, produit avec Louis Créative. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai préparé cet épisode. Martin Venturini l'a réalisé et mixé. Le podcast est disponible sur l'application et le site Énergie, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et ne rien manquer des affaires suivantes.